Tu connais le Punisher? Parce que depuis quelques semaines, je me refais toutes les séries Netflix Marvel. Oui, toutes. J'ai même mis le seul vêtement qui peut vite fait rappeler le crâne de sa tenue. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Ouais, même Iron Fist, je souffre avec le sourire. The Defenders, The Punisher. Et ce projet, complètement raisonnable évidemment, m'a fait réaliser un truc que j'avais pas vraiment vu la première fois. Ces personnages-là, ils méritent qu'on en parle vraiment. Pas juste, waouh, c'était cool Netflix par rapport à Disney+. Ces personnages ont des arcs psychologiques vraiment intéressants à traiter. Donc j'ai décidé d'en faire une série de vidéos, une par personnage, parce qu'ils le méritent. Et pour commencer, j'avais deux options. Daredevil, le plus logique, le plus populaire, le plus safe, il a même eu sa série sur Disney+, ou le Punisher. Et j'ai choisi le Punisher. Pourquoi ? Honnêtement, parce que c'est celui qui m'a mis le plus mal à l'aise en le revoyant. Dans le bon sens du terme, le genre de malaise qui t'oblige à réfléchir à des trucs que tu préférerais pas avoir à réfléchir. Et sincèrement parce que c'était vraiment jouissif à chaque fois qu'il tabassait des mecs. Et aussi parce que le spécial One Last Kill sort dans quelques jours sur Disney+, donc le timing est absolument parfait. Maintenant, on va être clair, on va pas parler du spécial. Enfin, juste à la toute fin, et on va pas spoiler. Le vrai sujet, c'est lui. Frank Castle, tout son arc de Daredevil saison 2 jusqu'à Born Again. Donc je vais commencer par un truc qui risque de peut-être te mettre mal à l'aise. Le Punisher, il a pas complètement tort. Une des premières images de Frank Castle dans la série, c'est pas une scène de combat, c'est un dossier médical. Un homme dans le coma, défiguré. Et la série fait un choix vraiment courageux. Elle te force à l'écouter avant de te laisser le juger. Parce que le Frank Castle de John Bertnell, pas celui des films, pas celui des comics des années 90 qui ressemble à un poster de salle de sport, il arrive pas en hurlant, il arrive en construisant un argument. La première scène qui peut nous marquer avec le personnage, c'est quand Frank enchaîne Matt Murdock, donc Daredevil, à une cheminée sur un toit. Et il lui pose la question. Tu veux savoir ce que je pense de toi, le héros? Je pense que t'es une demi-portion. Je pense que t'es un mec qui arrive pas à boucler une mission. Pour moi, t'es qu'un dégonflé. Et y a un truc que t'arrives vraiment pas à supporter. C'est qu'il suffirait de très peu de choses pour que tu sois comme moi. Et Matt répond avec ses valeurs, la dignité humaine, la rédemption possible, le droit à une seconde chance. Il parle de rédemption avec une sincérité presque touchante. Et Frank, il nous sort ça. Je pense que ce monde a besoin d'hommes capables de faire le grand nettoyage. C'est des conneries tout ça, tu dis n'importe quoi, tu le sais très bien. En attendant, moi je fais ce que t'es un foutu de faire. Quand tu mates des mecs qui se relèvent, moi quand je les mate, ils restent à terre. C'est du définitif. Je vais être sûr de plus les voir zoner dans les rues et je suis fier de ça. Il dit pas que c'est bien, il dit que c'est vrai. Et là, y a pas de réponse propre. Matt n'en a pas, moi j'en ai pas, toi t'en as probablement pas non plus, sauf si t'es juriste ou philosophe, et dans ce cas, GG, je te félicite pour ta réponse propre, mais t'es probablement tout seul dans la pièce à en avoir une. Parce que la vraie question que Frank pose, et que la série a le courage de laisser ouverte, c'est pas est-ce que tuer des criminels c'est bien ou mal, c'est plutôt pourquoi on préfère souvent les gens qui ont l'air bien plutôt que ceux qui font le travail sale dont personne ne veut. T'es comme un gamin sur un terrain de jeu, t'attrapes les méchants à coups de poing, tu les jettes en prison et tout le monde te prend pour un héros, c'est ça? La différence, c'est pas l'efficacité, c'est le confort moral qu'on ressent face à chacun d'eux. Daredevil nous permet de nous sentir bien. Le Punisher nous oblige à nous sentir responsables. Et personne veut ça. Bon, ensuite, dans le développement du personnage, on a le procès. Frank est jugé. Il a une vraie chance de plaider la folie. Matt se démène, enfin, autant qu'un avocat aveugle qui passe ses nuits à se battre en costume rouge peut se démener, ce qui est déjà objectivement impressionnant. Et Frank se lève, et il dit ça. Vous m'avez surnommé le Punisher et vous avez raison, j'ai pas la moindre pitié. C'est le Punisher! Le Punisher! Et je recommencerai dès que je sortirai! Et là, le gars plaide coupable et réclame la peine maximale. Ce qui est, convenons-en, une stratégie juridique assez originale. Je devrais demander à Harvey Specter ce qu'il en pense. Mais c'est pas de la folie, c'est pas une crise. C'est Frank qui refuse qu'on lui vole son identité. Il préfère la prison, où il reste lui-même, à une liberté conditionnelle où il deviendrait le pauvre traumatisé, dont le système aurait décidé qui il était. C'est le premier signe de quelque chose qu'on va voir tout au long de son arc. Frank Castle a besoin d'être son propre geôlier. Si quelqu'un d'autre contrôle sa cage, même pour le libérer, ça lui est absolument insupportable. Et avant d'aller plus loin, faut s'arrêter sur un détail. Un tout petit détail qui est peut-être la chose la plus humaine du personnage. À un moment, on retrouve Matt et Frank dans un cimetière. Et là, Frank il raconte à Matt, pour une des rares fois où il parle vraiment, ce qui s'est passé. Son origine en tant que traumatisé. Pas le massacre, pas la conspiration militaire, quelque chose de beaucoup plus petit. Elle voulait son père. Elle voulait que je monte. Que je l'aborde dans son lit. Et il y avait ce petit livre. Son livre préféré qui était là sur l'oreiller. Une fournée, deux fournées. Piécettes et petites monnaies. Je lui lisais ce bouquin tous les soirs avant cette merde. Alors elle m'a regardé et elle m'a supplié. J'ai dit non, papa est trop fatigué. Je te la lirai de m'asseoir, c'est promis. Sauf que, y a jamais eu de lendemain pour elle. La dernière fois que je l'ai vue, je tenais son petit corps sans vie dans mes bras. C'est pour ça qu'il murmure cette comptine avant chaque mission. Pas pour effrayer, pas pour se mettre dans un état mental particulier, mais pour ne pas oublier que la dernière chose qu'il a fait à sa fille, c'est lui refuser quelque chose.
que demain, cette promesse toute bête que tout le monde fait, que personne ne questionne jamais, n'est jamais arrivée. Le Punisher, c'est pas une machine à tuer, c'est un père qui a pas pu tenir une promesse. Et dites-vous que cette compréhension du personnage, on l'a rien qu'avec la série de Daredevil, on n'est même pas encore sur son projet solo. Et d'ailleurs, faut qu'on en parle du coup. La série, elle arrive en 2017, elle a fait un choix assez courageux dès le départ. Elle montre Frank Castle qui a déjà terminé. La liste des coupables du massacre, réglée depuis la fin de Daredevil saison 2. Tout le monde est mort, mission accomplie, affaire classée. Alors, Frank est devenu Pete Castiglione, ouvrier du BTP, anonyme, silencieux, il mange seul, dort peu, parle encore moins. Et la série, elle pose immédiatement une question. C'est possible ça pour lui? Juste de vivre? La réponse elle arrive rapidement, non. Pas parce que le monde le laisse pas faire, parce que lui ne se laisse pas vivre. Micro débarque. Micro, c'est le surnom de David Lieberman, ancien analyste de la NSA, faussement mort, planqué dans un bunker de banlieue avec des dizaines d'écrans de surveillance, des stocks de pizzas surgelées et la barbe de quelqu'un qui a pas vu la lumière depuis au moins 18 mois. C'est un Robinson Crusoe. Et à ce moment-là, c'est le meilleur ami que Frank mérite. C'est pas celui qui voulait, c'est celui qui mérite. Et avec lui vient une nouvelle mission. Une opération noire appelée Cerberus, une exécution filmée en Afghanistan et un fil qui remonte jusqu'à la vraie raison du meurtre de sa famille. Et Frank, il commence petit à petit à revivre. C'est ça le truc le plus honnête de toute la série. Frank ne sait pas exister sans ennemis. Surtout que là, ses ennemis, il les connaît plus ou moins. Il faisait partie de cette opération. Mais s'il a besoin d'ennemis, c'est pas parce qu'il est violent dans le sang, c'est parce qu'un ennemi, ça remplace le vide. Tant qu'il y a une cible, il a pas besoin de ressentir. Tant qu'il court après quelque chose, il a pas besoin de s'arrêter, pas besoin de penser, pas besoin de répondre à ses questions. Et Micro, c'est le miroir parfait de tout ça. Même trahison de l'État, même sentiment d'avoir été broyé par quelque chose de plus grand, même point de départ. Mais Micro, il a fait un choix différent. Il s'est construit une vie souterraine absurde, les écrans, les pizzas, la barbe survivaliste, mais il l'a fait pour quelque chose, pour pouvoir un jour revenir vers sa famille, pour que ça ait un sens autre que la destruction. Frank, lui, il court vers rien, il court contre. Et la différence entre courir pour quelque chose et courir contre quelque chose, c'est exactement la même qu'entre construire et détruire. On est sur la même énergie, la même intensité, mais des résultats strictement opposés. Le crâne que Frank porte sur lui, c'est pas un symbole d'intimidation, c'est une tombe. Il la porte sur lui pour rester dans sa tombe, pour que la douleur reste vive, pour que le lien avec Maria et les enfants soit maintenu, même si ce lien, c'est uniquement de la culpabilité. Parce que la culpabilité vive, au moins, c'est triste, hein, mais c'est encore du contact. Et Frank, il préfère être présent dans la mort qu'absent dans la vie. Ce qui est jouissif quand tu regardes la série, c'est que Frank, il peut encaisser à peu près n'importe quoi physiquement. Il se prend des dérouillés monumentales. Sérieux, le mec, il survit à des trucs qui feraient mourir un personnage normal 3 épisodes plus tôt. À un moment, t'as envie de vérifier s'il fait pas partie des mutants non déclarés, genre. S'il a pas subi une opération comme Luke Cage. Mais il y a une chose que les balles ne font pas. C'est ce que Billy Russo a fait. Alors, Billy, en quelques mots, c'est un ancien frère d'armes de Frank, c'est le fondateur d'Anvil, c'est son meilleur ami depuis les forces spéciales, c'est une gueule d'ange, tout aussi parfaite que c'est la gueule d'un traître. Un traître? Quoi? Son meilleur ami? Un traître? Et ma femme et mes enfants alors? Ça aussi c'était inévitable. C'est toi qui l'as fait, Bill. C'est toi qui as appuyé sur la détente pour tuer ma femme. Pour tuer mon fils. Et ma petite fille. Très bien. Non. Non, j'étais pas là. Si j'avais été là, tu serais mort parce que moi, je t'aurais pas raté. Je leur avais dit que je voulais pas participer à ça. Mais tu savais ce qu'ils allaient faire. Tu savais ce qui allait se passer. Ouais. Je le savais. Oui, c'est lui qui a commandité le meurtre de sa famille. On est bon, sacré meilleur pote. Hein. Le moment de la série où Frank l'apprend, et Dieu merci, John Bernthal, tu joues ça avec un silence tellement juste de quelques secondes, tellement impactant, c'est si beau, c'est si bien joué. Il arrive à montrer que tout s'effondre, rien que dans son regard. C'est probablement la scène la plus forte de la série. Parce que Billy, c'était pas un ennemi à la base, c'était un choix. Frank l'avait choisi. Parmi tous les hommes qu'il avait côtoyés, il avait décidé que lui, Billy Russo, il méritait sa confiance. Il faisait partie de la famille. Sauf que Billy, il avait choisi l'argent. Et c'est ça la vraie destruction. Pas la trahison en elle-même. Pas même le meurtre de sa famille. C'est la preuve que Frank s'était trompé sur quelqu'un qu'il croyait connaître. La fermeture définitive d'une porte. Après ça, Frank ne se demande pas pourquoi Billy l'a trahi. Il se demande comment il a pu croire que quelqu'un méritait sa confiance. Et la réponse devient simple. Plus personne ne la méritera. Ce qui est intéressant dans la saison 2, c'est que Billy, il revient. Alors, il s'est fait boxer en amont par Frank et je peux pas te montrer les images, sinon je vais me faire striker la vidéo, elle va être plus 18, je vais me faire dégager. Mais il se fait écraser le visage contre un miroir, il se fait lacérer, il se fait péter la gueule. Et il revient, en tant que Jigsaw, le visage reconstruit, une mémoire fragmentée. Et quand il est face à Frank,
il le tue pas immédiatement. Et pourtant, il en a eu l'occasion, à plusieurs reprises. Et s'il l'épargne, c'est pas par pitié, c'est parce que Billy, il est amnésique. Et ça, c'est presque pire. Parce que si Frank l'a laissé en vie la première fois, c'est pour qu'il vive à tout jamais avec la douleur de ne pas être mort. Comme lui quand sa famille s'est fait tuer. Et Billy qui se souvient pas de ce qu'il a fait, c'est un Billy que Frank ne peut pas punir vraiment. Pas dans le sens où Frank entend punir, c'est-à-dire que la personne comprend pourquoi elle se retrouve là. Et punir quelqu'un qui comprend pas pourquoi, c'est juste de la violence gratuite. Et Frank a sa façon complètement tordue de faire la distinction entre les deux. Si tu connais quelqu'un qui, après une trahison profonde, a transformé la méfiance en un mode de vie entier, tu connais quelqu'un qui a fait le même choix que Frank, à la différence près qu'il est pas en train de buter tout le monde, ou alors tu le sais pas. Et la différence entre ces personnes et Frank, c'est que eux ils appellent ça ne plus se faire avoir. Et c'est vrai que ça sonne beaucoup mieux à l'oreille. Mais si je te parle de Frank, je pense qu'il faut aussi que je te parle de Karen Page. Si tu sais pas qui c'est, bah à la base elle est dans Daredevil. Elle bosse pour Matt Murdock. Et c'est la seule qui a commencé à croire au Punisher au début, en gros. Mais pourquoi je te parle d'elle? Parce que la relation qu'ils ont, elle est ultra sous-estimée je trouve. Karen c'est pas un love interest au sens classique. Elle est là par hasard, l'avocate qui prend son dossier, qui creuse, qui refuse de le réduire à ce que tout le monde voit, et Frank il la laisse approcher. Alors pas beaucoup, hein. Pas très proche, mais plus proche que n'importe qui d'autre. Quand ils se rencontrent pendant la saison 2 de Punisher, Frank et Karen, on les voit, et Frank il parle de sa femme, de ses enfants, comme des gens réels, avec des détails, une façon de rire. Quand je me suis réveillé, elle était près de moi et j'ai su que je faisais le bon choix en revenant à la maison. Comme si le poids que je portais avait disparu, qu'il arrêterait de nous pourrir la vie. Elle le savait, les enfants le savaient. J'étais prêt à tout arrêter. Tout ce que je voulais, c'était être avec eux. On est allé au parc. Bien sûr, ils étaient trop vieux pour cette connerie de manège, mais on y est allé quand même. Et on a ri. Tous ensemble, on n'arrêtait pas de rire. Et pendant 2 minutes, Frank, c'est plus le Punisher. C'est juste un mec qui parle de sa famille à quelqu'un qui l'écoute. Il lui demande si Matt sait qu'elle est là, alors il lui dit quelque chose que je trouve très intéressant parce que ça montre qu'il est également humain. Je peux vous poser une question. Ce Matt Murdock, il sait que vous êtes là? Oui. C'est bien ce que je pensais. Pourquoi vous parlez de ça? C'est un type bien. Vous y êtes pas tout pour moi. Vous n'avez rien à faire là. Ok, Karen, ça va. Écoutez, vous êtes courageuse. Vous êtes forte, mais vous êtes une vraie tête de mule et vous allez tout bousiller pour moi. Et il est hors de question que je l'accepte. Frank, c'est un homme qui se met de côté. Pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il pense qu'il n'a pas le droit. Frank croit ne pas mériter d'être aimé. Pas depuis le parc, pas depuis la promesse qu'il a pas tenue auprès de sa fille. Et Karen, c'est la seule personne face à qui cette conviction elle vacille. Juste un peu, juste une seconde. Hein. Et c'est pour ça qu'il la repousse. Parce que vaciller, ça fait mal. Et Frank, il a décidé qu'il avait sa dose de douleur pour l'intégralité de sa vie. Ce qui me fait un peu de mal, c'est que j'ai regardé des critiques et tout sur internet. Et la saison 2, je la trouve ultra sous-estimée. J'entends plein de gens dire que c'est du remplissage, que l'intrigue elle est moins solide, que le grand méchant il est moins convaincant. Et ils ont pas tort sur certains trucs hein, techniquement. Mais la saison 2, elle montre un truc que la 1 elle pouvait pas faire. Elle montre Frank quand il a plus de mission. Parce que même si de base il avait plus de mission en saison 1, si tu connais un peu le personnage, tu sais qu'en vrai il avait pas retrouvé la personne qui avait commandité le meurtre de sa famille. Mais là il en a vraiment plus quand la saison elle commence. Il a été relaxé, il a vraiment sa nouvelle identité, il est tranquille. Sauf que la saison elle commence avec lui dans un camtar avec le visage en sang. Qu'est-ce qui se passe chef? Pourquoi? Alors on a un flashback, c'est cool, on nous explique. Il est dans un bar dans le Wisconsin, anonyme, il s'appelle toujours Pete du coup. Il boit un peu, il parle pas beaucoup. Il dort dans une chambre de motel et il se lève chaque matin sans savoir vraiment pourquoi. Il dérive, il voyage, c'est un peu un vagabond. Pas dans le sens où il sait plus où aller, mais dans le sens où sans ennemi vraiment défini, il sait plus vraiment quoi faire de sa vie. Il sait pas quoi faire de lui-même quand il y a rien à détruire. Et là, il y a une gamine qui arrive, mais vraiment une gamine avec une cible dans le dos et l'arrogance de quelqu'un qui a appris à survivre en faisant semblant d'être dur depuis beaucoup trop longtemps. Et il y a quelque chose qui se passe. Frank, il la protège, mais pas pour venger un mort, pas pour régler une dette de sang, mais pour empêcher quelque chose d'arriver à quelqu'un de vivant, quelqu'un qui est là devant lui maintenant tout de suite. Cette meuf, alors qu'on va appeler Amy, mais à ce moment-là, il pense qu'elle s'appelle Rachel. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et Frank, il répond à un truc qui ressemble genre à « j'en sais rien, t'étais là, fallait que je le fasse ». Ce qui, une fois traduit, va donner quelque chose du genre pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre que la vengeance me donne une raison de me lever et de taper des gens ». Mais il peut pas le formuler comme ça parce que il le voit même pas lui-même. Parce que ça ressemble un peu trop à de l'espoir. Et l'espoir pour Frank, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Et c'est pas une figure de style ou une métaphore, hein, c'est vraiment la chose la plus dangereuse pour lui. Parce que l'espoir, ça implique un avenir. Un avenir implique quelque chose à construire. Et Frank, il a décidé, depuis longtemps, qu'il ne construirait plus rien.
Il y a une phrase dans la saison 1 qui fait écho un peu à ça, je trouve. C'est quand Micro lui demande s'il a jamais pensé à s'arrêter, à vivre normalement. Et Frank il lui répond un truc style « J'ai déjà été heureux, j'ai vécu ça, et j'ai vu ce qui arrive quand on prend ça. » Sous-entendu, pourquoi vouloir quelque chose qu'on peut perdre? C'est une logique en béton armé, froide, mais en béton armé quand même. Si t'espères rien, tu perds rien, t'es pas déçu. Si tu veux rien, on peut rien te prendre. Si tu t'attaches à personne, bah personne peut mourir dans tes bras une deuxième fois. Certaines personnes ont besoin d'un combat permanent pour ne pas affronter qui elles sont au repos. Et ce besoin-là, c'est pas propre aux soldats traumatisés, du moins je pense pas. C'est pas propre non plus à la fiction. C'est le mec qui enchaîne les projets sans jamais s'arrêter. C'est la fille qui a toujours une urgence, une crise, un truc à gérer. C'est n'importe qui utilise l'agitation comme un anesthésiant. Frank Castle, il le fait avec des armes automatiques, mais la plupart des gens le font avec leur agenda. Le principe, ça reste strictement le même. Et j'ai envie de te parler de Born Again également, parce que c'est important. Mais je vais faire un arrêt rapide avant, parce que Frank, il n'existe pas seul. Les personnages autour de lui nous donnent des lectures de Frank que Frank s'autoriserait jamais de lui-même. On a Dina Madani, l'agente dont c'est le job de l'arrêter. Elle commence par le traquer, elle finit par pas exactement lui faire confiance, mais plutôt comprendre. Même les gens dont la mission c'est de le mettre derrière les barreaux, finissent par buter sur le même mur. Frank, c'est pas un criminel classique, c'est un problème de philosophie morale déguisé en homme avec des flingues. On a aussi Curtis Hoyle. Alors Curtis c'est différent, c'est un vétéran amputé d'une jambe au combat. Il dirige un groupe de parole pour les anciens combattants qui souffrent. Et c'est le seul qui ait jamais parlé à Frank. À Frank, hein, pas au Punisher. C'est le seul à vraiment avoir parlé à cœur ouvert à Frank. Même blessure en gros. Même sentiment que le pays t'a utilisé et recraché. Même solitude de revenir d'un endroit que personne autour de toi peut vraiment comprendre. Mais Curtis, il a fait quelque chose que Frank a refusé de faire. Il a transformé la blessure en pont vers les autres. Il s'en sert pour aider des gens qui vivent la même chose. Frank a transformé sa blessure en mur. Et Curtis le lui dit régulièrement, clairement, sans aucun détour. Et Frank, il l'entend pas. Enfin, si, il l'entend, mais il refuse de l'écouter. Et les autres de l'univers Netflix, ils en pensent quoi? Alors, The Defenders, Jessica Jones, Luke Cage, Frank, il est absent de tout ça. Mais c'est intentionnel qu'on parle globalement pas de lui et qu'il soit pas dedans. Ces séries, elles te montrent des gens qui ont été brisés. Jessica, Luke, ils font les choix difficiles de continuer à exister comme des humains malgré tout. De reconstruire, de s'attacher encore, de se faire avoir encore. De souffrir encore et recommencer quand même. C'est aussi le cas de Matt Murdock. Mais Frank, il regarde ce choix-là et il le refuse. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Et dans un univers rempli de personnages qui choisissent la vie malgré tout, Frank, c'est le seul qui choisit consciemment de rester au plus proche possible de la mort. La série, elle s'est faite annuler comme toutes les séries Netflix en fait. Mais Frank, on le revoit en 2025 avec Born Again. Mais quelque chose a changé. Alors pas lui, mais le monde autour de lui. Wilson Fisk, il est devenu maire de New York, ce qui est objectivement le pitch le plus dingue de la franchise. Un criminel de 2 mètres, chauve, costume blanc, élu à la mairie d'une des plus grandes villes du monde. Et le truc, c'est que ça marche narrativement. Ça en dit long soit sur la qualité de l'écriture, soit sur la politique américaine. Alors, probablement les deux, mais bon. Il y a une loi anti-justicier qui passe, des alliances complexes, un jeu d'échecs politique que Frank n'a ni la patience ni l'intérêt de décoder. Et Matt, il est en train de construire quelque chose. Une résistance, légale, illégale, quelque part au milieu. Mais une résistance avec une structure, une vision, un après. Frank, il a pas d'après. C'est peut-être la ligne de fracture la plus nette entre les deux personnages. Pas la violence, pas la méthode. Matt Murdock croit que les choses peuvent changer, que le système peut être réparé, que les gens méritent d'être sauvés, même les institutions foireuses et corrompues. Frank, lui, il sait que ça changera pas. Et il a décidé, sans vraiment s'en rendre compte, que c'était une vérité universelle, pas un choix personnel. La saison 1 de Daredevil Born Again les met plus ou moins ensemble contre le Caïd. Et il y a un combat final où les deux fonctionnent en parallèle dans la même direction. Pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce que pour une fois, ils ont le même ennemi au même moment. Et c'est ça qui est triste, je trouve, dans l'arc de Frank Castle dans Born Again. Son seul moment de connexion humaine avec un autre être humain, c'est dans la violence partagée. C'est tout ce qu'il sait encore faire avec quelqu'un d'autre. Et la scène post-générique au final de la saison 1, Frank en cage, dans les sous-sols de Fisk, un garde entre, Frank engage la conversation, calme, presque aimable, le genre de calme qui devrait alerter tout le monde dans la pièce. Et en quelques secondes, il brise la main et le bras du gars, proprement, sans colère apparente, sans jouissance, comme quelqu'un qui fait juste un calcul en fait. Et ce calme-là, ce calme absolu dans la violence, c'est peut-être la chose la plus inquiétante de tout le personnage dans Born Again. Parce que la rage, on comprend, on peut l'excuser, on peut la rationaliser. Mais le calme, ça veut dire que c'est intégré, que c'est devenu naturel, que Frank Castle n'est plus en guerre contre quelque chose, il est juste en guerre. On va parler de One Last Kill, le spécial qui sort demain, après-demain, je sais pas exactement quand sur la vidéo. On va pas spoiler, parce que je l'ai pas vu du coup, et j'ai pas de DeLorean pour voyager dans le temps, mais juste le titre, One Last Kill, un dernier, juste un, et après c'est fini. C'est le régime juste un biscuit de la vengeance armée. Frank se dit ça depuis la saison 1, depuis le premier nom rayé, depuis Rawlins, depuis Billy Russo, depuis le Caïd. Juste celui-ci, juste celui-là, et après j'arrête. Un dernier verre et je rentre. Une dernière clope et j'arrête. Un dernier ennemi mortel et je prends ma retraite. Spoiler, ça marche pas.
pour personne, jamais. Parce que c'est pas un plan, c'est le mensonge qu'on se raconte pour éviter la vraie question. Et cette vraie question, Frank ne se l'est jamais posée, pas une seule fois. Qui suis-je si la guerre, si ma guerre s'arrête? Pas le Punisher, pas le soldat, pas le vengeur. Frank Castle, l'homme qui aimait sa femme, qui jouait avec ses enfants dans un parc, qui lisait des comptines le soir. Cet homme-là, est-ce qu'il existe encore quelque part? Ou est-ce que Frank l'a tué lui aussi? Lentement, sans même se rendre compte, mission après mission, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à retrouver. Et Curtis, qui revient en hallucination dans One Last Kill, c'est pas un choix narratif anodin. Les gens qu'on hallucine, c'est jamais les gens qu'on déteste. C'est les gens qu'on n'a pas su écouter. C'est le moment précis où tu commences à entendre les gens que t'aurais dû écouter quand il parlait encore. Alors Frank Castle, encore une fois, c'est pas un modèle. C'est pas un anti-héros cool à admirer de loin ou à copier. Enfin, j'espère. C'est un avertissement, mais un avertissement très précis. Pas attention à la violence, pas non plus le traumatisme c'est dangereux. Non, 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 non. L'avertissement c'est ça. On peut construire une vie entière sur la douleur et que ça ressemble à de la force vue de l'extérieur. Frank est discipliné, efficace, loyal à sa façon. Il protège ceux qui en ont besoin. Il est fiable, ponctuel même. Ses rendez-vous à lui sont juste fatals pour la partie adverse. Il a toutes les qualités qu'on admire, mais dans un emballage qu'on est obligé de condamner. Et c'est inconfortable parce que la frontière entre je transforme ma douleur en carburant et je me noie dedans en faisant semblant de nager, elle est fine, très fine, beaucoup plus fine que ce que tu imagines. Frank Castle, au moins, il a une honnêteté que peu de gens ont. Il sait ce qu'il est, il sait qu'il est cassé, il sait qu'il est brisé. Il assume, il revendique, devant le tribunal, il hurle « Je suis coupable !» Pas parce qu'il perd les pédales, mais parce qu'il refuse qu'on lui vole son identité. Même une identité de destruction. Beaucoup de gens font exactement la même chose. Ils transforment leurs blessures en personnalité, leur colère en caractère, leur fermeture d'esprit en force. Sauf que eux, ils appellent ça de la détermination, de l'indépendance, de la résilience ou encore de l'antifragilité. Et peut-être que parfois c'est vrai. Peut-être que parfois, courir contre quelque chose t'emmène assez loin pour que quelque chose de bien finisse par t'arriver. Mais Frank Castle, le Punisher, c'est la réponse à la question qu'on évite. Et si je cours toute ma vie ? Et si la mission se termine jamais? Et si One Last Kill n'arrive jamais? Parce qu'au fond, peut-être, inconsciemment, tu veux pas que ça arrive. Et alors, qu'est-ce qui te reste? Frank, il sait pas répondre à ça. Et c'est pour ça qu'il continue de courir encore et encore. Et c'est ça qui, moi, personnellement, me fait vraiment peur.